Heavy D n'avait pas de querelle célèbre, pas de scandale public, et semblait remettre sa vie sur les rails. Puis, à seulement 44 ans, il s'est soudainement effondré et est mort. Des années plus tard, son nom serait lié à l'une des plus grandes controverses du hip-hop. Alors, qu'est-il vraiment arrivé à Heavy D? Voici tout ce que nous savons. Laissez-moi vous l'expliquer. La matinée du 8 novembre 2011 a commencé comme n'importe quelle autre matinée tranquille à Beverly Hills. Heavy D venait de revenir de faire des courses. Il s'est arrêté à son immeuble de condo au bloc 400 de North Maple Drive, le même immeuble où il rentrait tous les jours. Il est descendu, a attrapé ses affaires et a commencé à entrer. Et puis quelque chose s'est mal passé. En montant les escaliers vers son appartement, il n'a soudainement pas pu respirer. Ce n'était pas quelque chose qui s'était manifesté lentement au fil des heures. C'est arrivé rapidement. Le personnel de l'immeuble l'a vu se débattre et s'est empressé de l'aider vers sa porte. Mais avant qu'il puisse y arriver, son corps a lâché. Il s'est effondré dans un couloir extérieur, toujours conscient, toujours capable de parler, mais luttant pour chaque respiration. La police de Beverly Hills et les ambulanciers des pompiers se sont précipités sur les lieux. Quand ils sont arrivés, Heavy D était conscient et communiquait. Ce qui est en partie ce qui a rendu tout ce qui a suivi si difficile à accepter. Il leur parlait. Il savait ce qui se passait. Il luttait juste pour faire entrer de l'air dans ses poumons. Ils l'ont chargé dans une ambulance et se sont précipités au centre médical Cedars-Sinai, l'un des meilleurs hôpitaux du pays pour exactement ce genre d'urgence. Et malgré tout ce qu'ils ont essayé, il a été déclaré mort plus tard dans la journée. Pensez à combien la configuration était ordinaire. Il venait de faire du shopping. C'était tard le matin, vers 11h25. Il n'y avait pas de foule, pas de chaos, aucun danger en vue. C'était juste un homme portant ses affaires dans son propre immeuble un jour normal. Les gens qui se sont précipités pour l'aider étaient le personnel de l'immeuble. Des gens qui connaissaient son visage. Ce n'était pas censé être la scène de quoi que ce soit, et c'est exactement ce qui la rend hantante. La mort n'est pas venue chercher Heavy D dans un moment dramatique sur une scène ou dans les rues. Elle est venue le chercher sur un escalier, sur une course, un mardi ordinaire. Dwight Harrington Myers, l'homme que le monde entier connaissait sous le nom de Heavy D, l'amoureux en surpoids, était parti à 44 ans. Pour vraiment sentir pourquoi cela a atterri de cette façon, il faut comprendre la place que Heavy D occupait dans la culture. Ce n'était pas une figure secondaire à son apogée. C'était l'une des plus grandes stars du crossover que le hip-hop ait jamais produite. Mais au-delà des ventes de disques, c'était son énergie. C'était le grand homme qui dansait comme si la gravité ne s'appliquait pas à lui. C'était l'artiste unique sur lequel les parents et leurs enfants pouvaient réellement se mettre d'accord. Certaines personnes l'appelaient littéralement le rappeur que votre mère aimait, et il le disait comme le plus grand compliment possible. Donc le perdre ne ressemblait pas à perdre une célébrité que vous aviez vue à la télévision pour toute une génération. Cela ressemblait à perdre un oncle préféré. Maintenant, voici la partie qui a fait s'arrêter les gens et regarder leur téléphone quand la nouvelle a éclaté quelques heures avant, ou selon certains comptes, la nuit avant Heavy D avait posté un message à ses abonnés. 2 mots, soyez inspirés. C'était tout. C'était la dernière chose qu'il ait jamais dite au monde en public. Un homme qui avait consacré sa carrière entière à promouvoir la positivité, la joie, l'amour, avait signé avec un message disant aux gens d'être inspirés, et puis il était mort. Vous devez comprendre pourquoi cela a autant secoué la culture. Ce n'était pas un rappeur qui menait une vie sauvage. Ce n'était pas quelqu'un que les Russes s'attendaient à perdre jeune. Heavy D était le gars que votre mère aimait. C'était celui qui était clean. C'était celui qui gardait la fête positive quand tout le monde devenait plus dur et plus sombre. Il avait construit tout un héritage en étant le contraire de la tragédie. Donc quand la tragédie l'a trouvé de toute façon un mardi aléatoire dans un couloir à 44 ans, personne ne savait quoi en faire. Et les premiers rapports n'ont fait qu'empirer la confusion. Quand la nouvelle a commencé à circuler, les premières informations étaient que Heavy D avait peut-être eu des symptômes ressemblant à une pneumonie. Les gens ont entendu cela et ont essayé de l'adapter. Peut-être qu'il avait été malade, peut-être qu'il avait attrapé quelque chose, mais cette explication n'a jamais semblé juste en raison de ce que Heavy D avait fait dans les semaines avant sa mort. Ce n'était pas un homme qui s'était caché en étant malade et qui s'estompait. C'était un homme au milieu d'un retour. Laissez-moi vous peindre une image de où était réellement sa vie. À l'automne 2011, parce que cela importe, quelques semaines plus tôt, Heavy D avait traversé l'océan pour se produire à un concert hommage massif pour Michael Jackson à Cardiff, au pays de Galles. Michael était mort en 2009, et c'était un énorme événement en son honneur, et Heavy D était sur cette scène. Lui et Michael avaient de l'histoire. Heavy D a fait du rap sur la chanson Jam de Michael Jackson autrefois. Donc, faire partie de cet hommage signifiait quelque chose. Puis, quelques jours après, il a fait quelque chose d'encore plus grand pour sa propre histoire. Le 11 octobre 2011, Heavy D s'est produit au BET Hip Hop Awards à Atlanta. Et ce n'était pas n'importe quel spectacle. Il s'est réuni avec Eddie F., son ancien partenaire et producteur de Heavy D and the Boys. C'était leur première performance en direct à la télévision ensemble depuis 15 ans. Et Heavy D s'est présenté à environ 340 livres et s'est déplacé comme l'homme dont tout le monde se souvenait. Il a parcouru ses classiques, il a fait Newton But Love, il a fait Is It Good to You, il a fait Maintenant que nous avons trouvé l'amour et Tyrese Gibson est venu le rejoindre sur celui-ci. La foule a perdu la tête. C'était un moment de boucle complète.
On aurait dit le début de quelque chose, pas la fin. Et les gens qui étaient dans ce bâtiment ou qui l'ont regardé à la maison en parlent encore du jeu de pied. Voilà un homme qui pesait plus de 300 livres, se déplaçant légèrement, rapidement et en douceur, frappant chaque pas comme si c'était 1991, tout de nouveau. C'était le genre de performance qui vous rappelle exactement pourquoi quelqu'un est devenu une star en premier lieu. Personne ne regardait cette nuit-là ne pensait à la mort. Il pensait à une légende reprenant son moment. C'est ce qui le rend si profond maintenant. Cette performance était censée être un retour triomphal, s'est avéré être sa dernière apparition devant toute la culture. C'est la partie cruelle. Tous ceux qui ont regardé ce grand spectacle s'en sont allés en pensant que Heavy D était de retour. Il avait l'air en bonne santé. Il avait l'air heureux. Il avait l'air affamé. Il venait de sortir de la nouvelle musique. Il faisait des interviews. Il parlait de l'avenir. Donc, quand les nouvelles ont dit qu'il s'était effondré et était mort moins d'un mois plus tard, les maths n'ont pas fonctionné pour les gens. Comment un homme qui dansait juste sur une scène devant tout le monde du hip-hop s'est soudainement arrêté de respirer dans un couloir? Comment la version la plus saine de Heavy D que quiconque avait vue depuis des années vient de tomber mort? Et ce n'était pas seulement qu'il avait l'air bien sur scène. La rumeur autour de lui était que Heavy D avait vraiment travaillé dur sur sa santé. Il avait été à la gym. Il avait surveillé ce qu'il mangeait. C'était un homme qui essayait activement d'ajouter des années à sa vie, pas de les perdre. Donc, l'idée qu'il pourrait avoir secrètement été mourant de quelque chose comme une pneumonie s'opposait à tout ce que les gens pouvaient voir de leurs propres yeux. L'image publique et la réalité privée ne correspondaient pas. Et cet écart entre ce que les gens ont vu et ce qui s'est réellement passé est exactement le genre d'espace où les rumeurs aiment grandir. Les hommages ont commencé à affluer presque immédiatement, et ils vous ont tout dit sur qui était cet homme. MC Hammer a dit que Heavy D avait un cœur d'or. LL Cool, Jaynas Queen Latifah, tous en ont parlé. Tires, qui venait littéralement de partager une scène avec lui, a été frappé fort. L'industrie n'a pas réagi comme elle le fait quand elle perd quelqu'un avec qui elle avait un problème ou quelqu'un qui vivait de manière insouciante. Elle a réagi comme si elle avait perdu un membre de la famille auquel elle ne s'attendait pas. Les messages sont venus de tous les coins de l'industrie et pas du faux genre. Des rappeurs, des chanteurs, des acteurs et des cadres ont tous parlé de son caractère avant même de parler de sa musique. Cela vous dit quelque chose. Quand beaucoup de célébrités meurent, les hommages se précipitent directement sur les succès. Avec Heavy D, les gens n'arrêtaient pas de revenir au même mot, gentil. Il était gentil. Il était généreux. Il s'occupait des gens. Il a donné aux gens leur démarrage dans une entreprise célèbre pour mâcher les gens et les cracher. Heavy D avait d'une manière ou d'une autre passé des décennies à l'intérieur et est venu adoré par presque tout le monde qui l'avait jamais touché. Et il y avait quelque chose d'autre enfoui dans ce choc. Heavy D était censé être l'un des survivants. Sa génération de hip-hop avait déjà enterré beaucoup des siens. Tant de jeunes artistes perdus à cause de la violence, de la prison, de la toxicomanie, des rues. Heavy D n'était rien de tout cela. C'était le propre, l'homme d'affaires, l'homme de famille qui gardait son nom hors des ennuis et son cœur ouvert à tout le monde. Si quelqu'un de cet air doré allait vieillir et raconter les histoires un jour, c'était censé être lui. C'est en partie pourquoi sa mort a frappé comme un coup de poing. Personne ne l'a vu venir. Cela a brisé la seule règle que tout le monde pensait être sûre. Les bons, les prudents, les gentils, ils étaient censés réussir. Sa valeur nette à l'époque était rapportée à environ, et certaines estimations la mettent même plus bas. Et ce chiffre surprend aussi les gens. Parce que Heavy D était un géant de cette ère de fin des années 80 et début des années 90. Il avait des albums platine. Il dirigeait un label discographique. Il jouait dans des films. Mais il n'était jamais le gars d'argent le plus flashy de la salle. Et cela correspond à tout le reste à son sujet. Il n'a jamais poursuivi les projecteurs pour les projecteurs. Il était en train de construire. Et ce nombre inférieur à celui attendu raconte en fait sa propre histoire. Heavy D n'était pas un homme obsédé par l'accumulation de richesses ou de la montrer en face. Il a versé son énergie dans le travail et dans les gens autour de lui. Les vrais reçus de sa vie n'ont jamais été dans son compte bancaire. Ils étaient dans les artistes qu'il a levés, la culture qu'il a aidé à façonner et la famille qu'il aimait, ce qui, comme vous le verrez, est une grande partie de la raison pour laquelle la théorie plus sombre qui est venue plus tard semblait si faux aux gens qui le connaissaient réellement depuis quelques jours. C'était toute l'histoire. Une perte choquante, un être, un homme aimé disparu bien trop jeune. Les fans ont écouté ses anciens disques, ils ont partagé des clips de lui en train de danser. Ils ont cité son dernier tweet encore et encore, c'était du pur chagrin. Le genre que la culture réserve seulement à ses figures les plus chères. Et si l'histoire s'était simplement arrêtée là, Heavy D aurait été mémorisé comme un grand homme mort trop tôt de quelque chose que le public ne comprenait pas encore complètement. Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Parce que quand un homme qui a l'air en bonne santé s'effondre sans explication claire, les questions ont tendance à prendre des dents. Donc, voici où l'histoire cesse d'être simplement une triste histoire à propos d'un bonhomme disparu trop tôt. Parce que les questions n'ont pas disparu. Elles sont devenues plus fortes et plus étranges. Pendant un moment, la mort de Heavy D a été pleurée comme un mystère déchirant. Une figure bien aimée disparue soudainement avec des rapports initiaux qui ne l'expliquaient pas tout à fait. Ça seule gardait les gens se demandant. Mais des années plus tard, quelque chose s'est passé dans l'industrie musicale qui prendrait le nom de Heavy D et le tirerait dans une conversation beaucoup plus sombre. Une conversation sur le pouvoir. Une conversation sur les secrets. Une conversation sur un homme que Heavy D a personnellement aidé à mettre en avant. Un homme dont l'empire s'effondrerait finalement sous le poids de certaines des accusations les plus graves que l'industrie ait jamais vues. Parce qu'avant d'être un mystère,
Everyday était un mentor, et l'une des personnes qui l'a mentoré. L'une des personnes pour qui il a ouvert la porte était un jeune homme qui deviendrait l'une des figures les plus puissantes que le hip-hop ait jamais produites. Et ces dernières années, l'une des plus controversées, tu sais exactement qui nous voulons dire. Et une fois que le monde de ce magnate a commencé à s'effondrer en public, les gens sont revenus et ont regardé tout le monde connecté à lui, tout le monde qui a grandi autour de lui, tout le monde qui aurait pu voir les choses, et certains d'entre eux ont atterri sur une question glaçante qui flotte encore sur Internet à ce jour. Everyday en savait-il trop? La connexion dont personne ne parle. Pour comprendre pourquoi le nom de Everyday a jamais été chuchoté dans le même souffle que les théories les plus sombres sur ce magnate, tu dois revenir au tout début de sa carrière. Parce que cet homme ne devient pas la puissance que tout le monde connaît sans Everyday. Ce n'est pas une exagération d'Internet. C'est de l'histoire documentée. Retournons au milieu des années 1980. Un groupe d'amis d'enfance du Mont Vernon, New York, a réuni un acte. Everyday était le chanteur principal, la grande voix charismatique. Eddie F gérait la production et les affaires, et ils avaient leurs danseurs et leurs hommes de hype, Troy Perturbateur et G-Wiz. Ils ont fait circuler leur démo, et elle a atterri devant un cadre de Def Jam nommé André Harrell. Russell Simmons chez Def Jam aurait refusé parce que leur son était plus lisse et plus saveur R&B que le style dur et agressif sur lequel Def Jam a été construit. Alors Harrell a fait un coup. Il est parti pour démarrer son propre label, Uptown Records, et il a signé Everyday and the Boys, le tout premier acte qu'il a signé. Le navire amiral, le groupe qui allait définir ce que Uptown allait être. Élégant, aspirationnel, un mélange de hip-hop et R&B qui semblait frais, adulte et cool à la fois. Uptown allait aller de l'avant pour lancer Mary J. Blige, Jodeci, Guy Alsher et tout un mouvement que les gens appelleraient plus tard hip-hop soul. Et Everyday était la pierre angulaire sur laquelle c'était construit. Et Everyday n'était pas seulement le premier artiste qui a ensuite disparu de l'arrière-plan. Il est resté intégré au tissu de ce monde entier pendant des années. Quand tu regardes d'anciennes vidéos de cette époque, il continue à apparaître. Il apparaît même dans la vidéo du Notorious B.I.G. pour One More Chance, se côtoyant avec exactement la foule autour de laquelle tout cet empire serait construit. Il était connecté à tout le monde. Il connaissait les acteurs, les affaires, les amitiés et les brouilles. C'était un insider de confiance dans une scène où la confiance était rare et l'information était le pouvoir. Retiens ça parce que c'est plus important plus tard. Maintenant, c'est là que ce jeune homme entre en scène. Il était affamé et essayait de se faire une place dans l'industrie, et Everyday a convaincu André Harrell de l'embaucher comme stagiaire chez Uptown. Laisse ça s'enfoncer un moment. L'empire entier qui a suivi le label, le champagne, les mentions, le pouvoir, tout cela remonte à une porte que Everyday a tenue ouverte. Everyday a répondu de lui. Everyday a vu quelque chose en lui et a mis son propre nom en jeu pour donner une chance à ce jeune homme. Ce stage s'est transformé en emploi. Cet emploi en a fait une force chez Uptown, travaillant avec des artistes, apprenant le jeu de l'intérieur. Et quand les choses sont devenues difficiles entre lui et Harrell, il a pris ce qu'il avait appris et a construit son propre label, qui est devenu l'un des plus dominants de l'histoire de la musique. Alors comprends ce que cela signifie réellement. Il y a un argument solide que la chose la plus importante que Everyday a jamais faite n'était pas une chanson à succès. C'était répondre de cet jeune homme dont personne n'avait entendu parler encore. Cette seule décision a changé l'ensemble du cours de l'industrie musicale, et elle a créé une dette. Leur vie était tressée ensemble juste aux racines. Quand deux personnes qui partagent ce genre d'histoire d'origine partagent tout ce qui vient avec, les bons moments et les pires. Donc, le lien était réel, et il était fondateur. Cet homme devait beaucoup à Everyday. Et aux funérailles de Everyday des années plus tard, il se lèverait et dirait exactement cela devant tout le monde. Mais leur histoire n'était pas que du mentorat et de bonnes vibrations. Parce que Everyday et son protégé ont également partagé l'un des événements les plus tragiques et controversés de leur carrière respective. Un événement où 9 personnes sont mortes. Un événement dont un tribunal déterminerait finalement que tous les deux étaient responsables. La date était le 28 décembre 1991. Everyday et ce même jeune magnate, qui portait un nom différent à l'époque, ont copromu un match de basketball caritatif pour célébrités. L'événement s'est déroulé au Nat Holman Gymnasium du City College de New York. Cela était censé être quelque chose de bien. L'argent était destiné à l'éducation sur le sida, qui était une crise massive dans la communauté à ce moment-là. Ils ont rempli l'affiche avec des vedettes. LL Cool J était attendu. Mike Tyson était attendu. Ils l'ont promu à la radio, sur des stations comme Kiss FM, et le buzz était électrique. Tout le monde voulait y être, et c'était le problème. Le gymnase pouvait accueillir environ 2700 personnes. Environ 5000 personnes se sont présentées. Faites le calcul. Vous avez presque 2 fois plus de corps que le bâtiment ne peut en contenir en toute sécurité. Tous essayant d'entrer dans le même espace, tous surexcités, tous se poussant vers les mêmes portes. Une cohue de foule a commencé à l'extérieur, et dans l'escalier menant au gymnase. Les gens se sont entassés de plus en plus serrés sans nulle part où aller. Les rapports disent que les portes, qui s'ouvraient vers l'intérieur, sont restées fermées jusqu'à 15 minutes, tandis que le chaos s'accumulait derrière elles. Quand tout a été fini, 9 personnes âgées de 15 à 28 ans avaient été tuées, écrasées et piétinées dans la cohue. Environ 29 autres ont été blessées. 9 jeunes vies perdues à un événement qui était censé lever des fonds pour sauver des vies. C'était une catastrophe, et cela a fait la une des informations nationales.
Cela a provoqué des débats massifs sur la sécurité lors d'événements hip-hop. Et injustement, cela a alimenté les vilains stéréotypes sur la violence et le rap, bien que ce soit un match de basketball, pas un concert. Et les décès provenaient du surpeuplement et d'une mauvaise planification, pas d'une bagarre ou de tir d'armes à feu. Aucune accusation criminelle n'a jamais été portée contre les promoteurs, mais les poursuites judiciaires ont traîné pendant des années. Et en 1999, un tribunal a rendu un verdict qui suivrait les deux hommes. Il a constaté que les deux promoteurs et le City College étaient tous négligents et responsables des décès. Les deux ont été tenus responsables de 50% entre eux. Les familles des victimes ont reçu des règlements. Le magnate a personnellement versé une indemnité à certaines d'entre elles, y compris un montant rapporté de 50 000 $ à une famille. Evidé, de son côté, a poursuivi une compagnie d'assurance au sujet de l'argent lié au versement. La tragédie a fait la une des informations nationales et s'est retrouvée dans les pages du New York Times et des journaux du pays. Cela a provoqué une conversation publique douloureuse et laide. Au lieu de se concentrer sur la véritable cause, qui était le surpeuplement, la mauvaise planification et les portes qui sont restées fermées trop longtemps, une grande partie de la couverture s'est appuyée sur des stéréotypes éculés sur la violence et le hip-hop. Peu importe que ce soit un match de basketball caritatif pour la sensibilisation au sida, pas un concert de rap, et qu'aucune personne n'ait été tuée dans une bagarre. L'histoire a été déformée en une autre excuse pour peindre la culture comme dangereuse pour les familles qui ont perdu des enfants cette nuit-là. Cet encadrement a ajouté l'insulte à une blessure inimaginable. Heavy D lui-même portait le poids de cette nuit. Comme la star établie dont le nom a aidé à attirer cette énorme foule, il comprenait le rôle qu'il avait joué. Bien qu'aucune accusation criminelle n'ait jamais été portée contre lui dans les années qui ont suivi, il a parlé de la tragédie dans le contexte plus large de sa véritable préoccupation concernant la sécurité et la violence que les gens continuaient à attribuer à la musique qu'il aimait. Il n'a jamais fui ce qui s'était passé, mais il ne l'a jamais complètement échappé non plus. C'est devenu une ombre permanente. Une chose de plus et lourde qu'un homme naturellement léger d'esprit devait porter pour le reste de sa vie. Donc, réfléchissez à ce que ces deux hommes ont partagé. Heavy D a donné sa chance à cet homme, et ensemble, ils ont porté le poids d'une tragédie qui a tué 9 personnes. C'est un lien lourd. C'est le genre d'histoire partagée qui lie deux personnes d'une manière que le public ne voit jamais complètement. Maintenant, avançons rapidement. Pendant des années, ce piétinement était surtout mémorisé comme une note douloureuse dans les carrières de tous les deux. Mais ensuite, le monde du magnate a commencé à s'effondrer de la manière la plus publique imaginable. Des accusations fédérales graves, une chute publique très spectaculaire de la grâce qui a levé le rideau sur des décennies de rumeurs et de secrets de l'industrie. Et quand cela s'est produit, les gens ont fait ce que les gens font toujours. Ils ont commencé à fouiller le passé, et le piétinement du City College est revenu avec force dans la conversation. Il a refait surface dans des documentaires sur le magnate et dans des discussions en ligne, alors que les gens essayaient de cartographier tout le monde autour de lui. Et c'est une chose cruciale à comprendre sur la façon dont les théories de la conspiration fonctionnent réellement. Elles ne commencent presque jamais de rien, French translation. Et commençons par quelque chose de réel. La bousculade était réelle, la décision de négligence était réelle, le mentorat était réel, la dette était réelle. Et la chute publique spectaculaire de ce magnate était aussi très réelle. Alors les gens ont pris tous ces éléments réels, les ont posés sur la table, et ont commencé à tracer des lignes entre eux qui n'ont jamais vraiment existé. Quand on croit déjà qu'un homme puissant est capable de choses terribles, chaque mort près de lui commence à ressembler à une preuve. C'est alors que la théorie a commencé, car voici le schéma que la foule des conspirationnistes a remarqué. Heavy D était là dès le départ. Heavy D lui a donné sa chance. Heavy D était dans la salle lors de la tragédie de la bousculade. Heavy D connaissait l'époque d'Uptown de fond en comble. Les affaires, la politique, les personnalités. Et puis en 2011, juste au moment où il revenait sur le devant de la scène, juste alors qu'il donnait des interviews et revenait à la visibilité, il s'est soudainement effondré, l'air en bonne santé dans un couloir à 44 ans. Les théoriciens pointent aussi ce qu'ils appellent la distance. Au début, Heavy D et son protégé étaient proches, mentors et étudiants. Mais au fil des ans, alors que leurs chemins divergeaient et que cet empire se transformait en quelque chose d'énorme, et aux yeux de beaucoup, de plus sombre, les deux n'étaient plus aussi visiblement connectés qu'auparavant. Pour un esprit suspicieux, ce refroidissement semble significatif. Pourquoi l'homme qui a donné le départ à ce magnate s'effacerait-il discrètement? Qu'avait-il vu? Qu'avait-il décidé de ne pas vouloir faire partie? Rien de tout cela n'est vraiment une preuve de quoi que ce soit. Les gens s'éloignent dans chaque industrie, surtout sur plus de 20 ans. Mais l'éloignement, quand on cherche déjà une histoire, se lit comme une rupture. Et une rupture dans ces théories se lit comme un mobile. Pour un esprit déjà convaincu que l'Empire a été construit sur des secrets sombres, cette chronologie ressemblait à plus qu'une coïncidence. Et le timing du moment où ces théories ont explosé compte autant que le timing de sa mort. Heavy D. Et pendant bien plus d'une décennie après, presque personne ne l'a présenté autrement que comme une tragédie médicale. Ce n'est que lorsque le monde du magnate s'est effondré dans les années 2020, quand les documentaires sont sortis et que les allégations ont frappé les actualités, que les gens ont repensé à Heavy D. La théorie n'est pas née de quelque chose de nouveau sur Heavy D. Elle est entièrement née de tout ce qui est nouveau sur l'homme qu'il mentionnait autrefois. C'est une distinction essentielle, et c'est exactement celle que les voix les plus bruyantes en ligne ont tendance à sauter. Certaines voix en ligne et certaines chaînes YouTube ont commencé à suggérer que peut-être la mort de Heavy D n'était pas naturelle du tout. Peut-être qu'il a été réduit au silence. Peut-être qu'il savait des choses sur les débuts, sur l'industrie, sur les gens au pouvoir qui le rendaient dangereux.
Peut-être que l'homme qui a ouvert la porte a été poussé dehors. Et une fois que cette idée prend racine, elle se nourrit d'elle-même. Chaque détail devient une miette de pain. Le fait que Heavy D soit tombé malade si soudainement. Le fait que les premiers rapports étaient confus. Le fait qu'il était un gars privé, sans drame, qui gardait les affaires de l'industrie pour lui au lieu de les étaler, pour un esprit en quête d'une couverture. Même son silence et sa bonne réputation ont été transformés en prétendues preuves. Il était trop propre. Ils ont dit qu'il en savait trop et en disait trop peu. Quelqu'un d'aussi calme, ont-ils raisonné, devait être assis sur quelque chose qui valait la peine de tuer pour. Ces théories se sont propagées. Elles se propagent encore aujourd'hui. Et une fois que vous plantez cette graine, une fois que vous regardez une mort soudaine à travers le prisme de la suspicion, tout commence à ressembler à un indice. La confusion de la pneumonie au début, le fait qu'il gagnait de l'élan, le fait qu'il était si proche de tant d'histoires. Mais avant que nous puissions déterminer si tout cela tient la route, il y a quelque chose d'autre que vous devez savoir. Quelque chose que la foule des conspirationnistes adore pointer du doigt. Car la tragédie n'a pas seulement trouvé Heavy D une fois, elle a trouvé les gens autour de lui encore et encore. Bien avant ce couloir de Beverly Hills, la mort était déjà venue frapper l'équipage de Heavy D d'une manière qui a tout changé. Et cette histoire, l'histoire de comment Heavy D a perdu l'un de ses frères les plus proches, c'est là que l'ombre sur tout cela commence vraiment. La série de tragédies qui l'ont suivi. Avant que Heavy D ne soit un cadre, avant la tragédie de City College, avant tout le drame ultérieur, c'était un jeune homme de Mount Vernon avec un équipage de frères. Et le cœur de cet équipage, la colle qui les maintenait tous ensemble, était un danseur nommé Troy Dixon. Le monde le connaissait sous le nom de Trouble Troy. Troy est né seulement 5 jours avant l'anniversaire de Heavy D, en 1967. La même année, il a rejoint Heavy D and the Boys et est devenu connu pour son énergie électrique sur scène dans un groupe construit sur le spectacle et la chorégraphie. Troy était l'étincelle. C'était celui qui rendait les spectacles vivants. Les gens qui connaissaient le groupe ont dit que Troy était la personne qui réunissait tout le monde, celle qui était individuellement proche de chaque membre, le centre émotionnel de tout. Il était sur leur album platine Big Time, il faisait partie de la magie dans cette première phase. Et puis, le 15 juillet 1990, il a disparu. Il avait 22 ans. Voici comment cela s'est passé. Et c'est presque insoutenable tant c'était aléatoire. Le groupe était en tournée à Indianapolis et se produisait dans le cadre du Black Expo à la Market Square Arena. Public Enemy était aussi à l'affiche. Après le spectacle, Troy et quelques autres étaient dehors et ils faisaient ce que les jeunes hommes font après une grande soirée. Ils jouaient, s'amusaient. Quelqu'un a fait rouler un tonneau à ordures, down, une rampe de sortie surélevée vers le groupe en guise de blague, partie du chaos ludique pour s'écarter. Troy a sauté sur un mur de soutènement en béton et a perdu l'équilibre. Il est tombé en arrière de cette corniche, tombant d'environ 2 étages sur le béton en dessous. Il s'est frappé la tête. Les blessures étaient catastrophiques. Il y avait une ambulance à proximité et il a été précipité à l'hôpital Wishard. Il a tenu bon pendant un certain temps, assez longtemps pour que la famille et les amis arrivent. Assez longtemps pour que des membres de Public Enemy, y compris Chuck D, se précipitent à l'hôpital. Mais le lendemain, il est décédé de ses blessures. Les autorités l'ont examiné et ont rapidement déclaré que c'était un accident. Il n'y avait pas de full play. Et alors,
Maintenant, à cette époque de spéculation infinie en ligne, même une mort aussi clairement accidentelle reçoit parfois un second regard de la part de gens à la recherche de quelque chose de plus, mais les faits ici ne sont pas du tout flous. Il y avait des témoins. Il y avait une ambulance sur les lieux presque immédiatement. La police a enquêté et a trouvé exactement ce que cela semblait être. Un horrible accident lors de jeux de main après le spectacle. Rien de plus. Les membres de Public Enemy qui figuraient sur le même projet se sont précipités à l'hôpital dans un vrai chagrin. Personne dans ce monde ne l'a traité comme suspect parce que ce ne l'était pas. C'était juste le type de tragédie sensée et aléatoire qui vole des vies jeunes chaque jour. Et cela s'est avéré voler l'une des plus brillantes du hip-hop avant que le monde ne le connaisse pleinement. Eddie F, qui était là, a décrit l'horreur surréaliste de cela. Sous l'angle où il se tenait, la chute ne semblait pas si mauvaise au premier abord. Cela a pris un moment pour que la réalité s'installe. Une réalisation au ralenti que quelque chose d'impensable venait de se produire. La mort a dévasté le groupe d'une manière dont ils ne se sont jamais pleinement remis. Troy était la colle. Et avec la colle partie, les choses n'ont jamais été les mêmes. La chimie sur scène a changé. La chimie hors scène a changé. Evidé a quitté la tournée immédiatement pour faire son deuil. G-Wiz l'a pris particulièrement dur et a finalement abandonné les performances. Eddie F a dit plus tard que même si le succès commercial du groupe continuait de croître, la magie personnelle qui les définissait avait changé à jamais. La perte a silencieusement reconfiguré tout le groupe. Ils ont continué à faire de la musique et les succès ont continué à venir. Mais la chose qui les rendait ce qu'ils étaient avait disparu. Giz, l'autre danseur, a lutté avec le chagrin si mal qu'il s'est finalement écarté des performances. La scène qui avait l'habitude de ressembler à une fête avait maintenant un espace vide que personne ne pouvait combler. Et Evidé, qui avait toujours été le leader, a lentement commencé à dériver vers un chemin solo. En un sens réel, la mort de Troy est la charnière cachée qui a transformé Evidé et les Boys d'un groupe serré en une star solo portant une histoire de sauvegarde. La tragédie n'a pas seulement pris un ami. Cela a changé la forme de tout ce qui est venu après. Mais Evidé a fait ce que Evidé faisait toujours. Il a canalisé la douleur dans la musique au lieu de la mettre dans des déclarations publiques. L'album suivant du groupe, Peaceful Journey, publié en 1991, était dédié à la mémoire de Troy. La piste titre était un hommage direct, Evidé parlant à son frère tombé et réfléchissant sur l'amitié et la perte. Cet album est devenu disque de platine et il a montré un Evidé plus profond et plus mature, celui qui pouvait toujours vous faire danser, mais qui portait maintenant un vrai chagrin dans sa voix. C'était le modèle avec Evidé et la douleur. Il ne l'a jamais transformé en arme ou en manchette. Il l'a transformé en travail. Il a pris la pire chose qui soit jamais arrivée à son équipage et a fait un album qui a aidé les gens à faire leur deuil et à guérir. Non seulement pour Troy, mais pour toute une communauté qui n'arrêtait pas de perdre ses jeunes à cause de la violence soudaine et de la tragédie aléatoire. Cela a dépassé la fête et a parlé de vraies difficultés. Cet instinct de répondre à la perte par quelque chose qui élève les gens, au lieu de les déchirer, est exactement le même instinct qui a inspiré plus tard son dernier tweet. « Soyez inspirés » semble si parfaitement lui. Et la mort de Troy a fait quelque chose d'autre. Elle a donné au hip-hop l'une de ses plus grandes chansons d'hommage de tous les temps. Son cousin, le légendaire producteur Pete Rock, qui était aussi le cousin de Heavy D, s'est associé à CL Smooth et a créé They Reminisce Over You, connu sous le nom de TY en 1992. Pete Rock a dit qu'il l'a fait par pur chagrin et dépression à cause de la perte. Cette chanson est devenue immortelle. Elle a porté le nom de T-Roy dans tous les coins de la culture, bien au-delà du groupe dont il venait. À ce jour, quand les gens entendent ces corps, ils entendent un mémorial à un danseur du Mont Vernon qui est tombé d'une corniche à 22 ans. Et les rappels de lui étaient partout après coup, jusque dans les plus petits détails. Aux funérailles de Troy, il y avait des arrangements floraux en forme de swoosh Nike, un clin d'œil à un contrat d'endorsement que le groupe avait à l'époque. C'est ainsi que ce jeune homme était déjà lié à la culture. Il n'avait que 22 ans et le hip-hop le pleurait déjà comme de la royauté. Son nom devint raccourci pour la perte elle-même. Quand le rap voulait parler d'un ami disparu trop tôt, il faisait appel à Tero. C'est un héritage lourd pour un danseur d'une petite ville. Et c'est la première fois, mais malheureusement pas la dernière, que la mort allait définir l'histoire des personnes les plus proches de Heavy D. Donc maintenant, vous voyez le schéma que la foule des théories du complot souligne. La mort avait déjà visité le cercle rapproché de Heavy D une fois, brutalement et aléatoirement, des décennies avant sa propre fin. Et quand on cherche une malédiction, ou on cherche l'histoire d'un homme entouré d'obscurité, la mort de Troy devient pièce à conviction numéro 1. Mais il y a plus à l'histoire de Mount Vernon d'avant la célébrité que juste la tragédie. Car ce même T-Roy, avant de devenir la colle bien-aimée du groupe, était en fait au centre de l'un des seuls vrais conflits jamais liés au nom de Heavy D. Maintenant, Heavy D lui-même était célèbre pour n'avoir aucune querelle. À une époque où le rap était défini par les rivalités, les diss tracks et éventuellement la tension côte et côte ouest mortelle, Heavy D se tenait presque complètement à l'écart. Consultez les livres d'histoire, parcourez les listes des plus grandes querelles de rap et vous trouverez à peine son nom. Il a collaboré à travers chaque ligne. Il a travaillé avec Michael Jackson et Janet Jackson. Il était respecté par Biggie et Tupac. C'était un faiseur de pont, pas un battle rapper. C'était toute son identité. Pensez à l'ère qu'il a réussi à survivre. La fin des années 1980 et les années 90 se sont transformées en la période la plus dangereuse de l'histoire de la musique. La tension côte est côte ouest a finalement englouti certains des plus grands noms que la culture ait jamais produits, et cela s'est terminé par un vrai bain de sang. Les diss tracks sont devenus des armes. Les paroles se sont transformées en violence. Et à travers tout cela,
Heavy D flottait simplement au-dessus de la mêlée. Lui et Tupac, un homme qui était au centre même de cette guerre côtière, avaient en fait un respect mutuel et ont même travaillé ensemble. Heavy D a collaboré à travers chaque ligne possible, sans jamais choisir un camp ou déclencher un feu. Dans un genre où beaucoup de légendes ont construit leur nom sur ceux avec qui ils ont guerroyé, Heavy D a construit le sien sur ceux qu'il a rassemblés. Mais il y avait une situation, et c'est la chose la plus proche d'un vrai conflit dans son monde, et cela impliquait Troy. À la fin des années 1980 à Mount Vernon, avant la célébrité, Troy s'est impliqué dans une querelle de rue sérieuse avec CL Smooth, le même CL Smooth qui aiderait plus tard à créer la chanson d'hommage. Selon le propre récit de CL Smooth des années plus tard, le tout a commencé par un malentendu impliquant une femme. CL Smooth accompagnait en fait juste son jeune cousin. Mais cela a été mal interprété, et cela a dégénéré en une bagarre sérieuse et prolongée, au bloc devant un endroit local appelé Big Luce. CL Smooth l'a décrite comme intense, disant que Troy voulait sérieusement le blesser, et la bagarre a attiré d'autres personnes. Il aurait même laissé le frère de Troy gravement blessé pendant un certain temps. Et c'est ici que vous voyez qui Heavy D était vraiment. Heavy D s'est arrêté dans son camion, a ramassé tout le monde, et a étouffé toute l'affaire. Il a joué le rôle du faiseur de paix. Certaines personnes autour de Mount Vernon l'appelaient le parrain de la ville à cause de ce genre de choses. Il est intervenu, l'a calmé et a transformé les ennemis en frères. CL Smooth et Troy sont en fait devenus proches après cela. Cette réconciliation est une grande partie de la raison pour laquelle l'hommage Terry porte autant de poids, et c'est ce détail qui en dit le plus sur qui était Heavy D. Le conflit le plus sérieux de son orbite entière, une bagarre de rue qui aurait pu se terminer par quelque chose de permanent, a été résolu parce que Heavy D s'est physiquement présenté et a refusé de laisser ces gens se détruire mutuellement. Il n'a pas attisé les flammes pour paraître dur. Il les a éteintes. Les deux hommes qui se battaient dans la rue se sont retrouvés proches. Et des années plus tard, l'un d'eux a aidé à immortaliser l'autre dans l'un des plus grands morceaux que le genre ait jamais produit. C'est le fil conducteur de toute la vie de Heavy D. Il a transformé le conflit en connexion, ce qui est exactement pourquoi l'idée de lui être pris dans quelque chose de sombre et violent n'a jamais correspondu à l'homme que les personnes autour de lui connaissaient réellement. Il y a une petite note de bas de page à cette histoire. CL Smooth a affirmé plus tard qu'une piste de Heavy D appelée You Can See What I Can See du Big Time, qui présentait Flavor Flav et ce même futur magnate très tôt dans sa carrière, contenait un coup subliminal subtil qui lui était destiné sur la tension persistante. Mais même cela ne s'est jamais transformé en une véritable querelle publique. Les relations sont restées largement positives. Les racines de Mount Vernon s'enracinaient profondément. Il y avait même une vague histoire selon laquelle Tupac aurait soutenu Vanilla Ice dans une certaine situation impliquant Heavy D. Mais cela ne menait nulle part non plus. D et Tupac avaient en fait du respect mutuel et ont même travaillé ensemble. Le point est clair. Heavy D était un pacificateur dans un genre plein de guerre. Il résolvait les conflits. Il ne les créait pas. Ce qui rend les soupçons ultérieurs autour de sa mort encore plus étranges, car c'était un homme qui n'avait presque pas d'ennemis, un homme que tout le monde adorait véritablement. Voici donc le nœud étrange au cœur de tout cela. Heavy D était le pacificateur, l'unificateur, l'homme qui écrasait les querelles et sortait les gens du feu. Il n'avait pas de vrais ennemis, et pourtant la mort ne cessait de tourner autour des gens qu'il aimait. Troy est tombé d'une corniche à 22 ans. 9 étrangers sont morts lors d'un événement lié à son nom. Et 2 décennies plus tard, Heavy D lui-même s'effondrerait dans un couloir. Pour quiconque cherche une malédiction ou une dissimulation, cette série de tragédies ressemble à un motif qui demande une explication. Mais une série de malchance et un plan ne sont pas la même chose, peu importe à quel point le cerveau humain veut les connecter. Alors si Heavy D n'avait pas de querelle, pas d'ennemis, et un cœur d'or, pourquoi quelqu'un croirait-il qu'il avait été réduit au silence ? Pour répondre à cela, nous devons regarder de près le dernier chapitre de sa vie. Le retour, la bataille pour la santé et ce détail de ces dernières semaines qui s'avérerait plus important que tout le reste. Le retour et la lutte derrière celui-ci. À la fin des années 1990, la version du hip-hop que Heavy D avait contribué à construire s'effaçait du courant dominant. Le genre s'était orienté dur vers le rap gangster et des sons plus durs et plus sombres. Le New Jack Swing, le style lumineux et rebondissant que Heavy D avait défendu, avait refroidi. Ses albums solo comme Waterbed Eve en 1997 et Heavy en 1999 se vendaient bien en dessous des chiffres platines de son apogée. Le monde s'était éloigné du son feel good. Mais ne vous laissez pas tromper par le ralentissement quant à la taille qu'il était autrefois, car l'ampleur de cette chute est vraiment la taille de ce qu'il tentait de reprendre dans son retour final. À son apogée, Heavy D était une machine. Son album Big Time en 1989 est allé platine et a dominé les charts R&B, et lui a valu un Soul Train Award. Son plus grand moment de crossover est venu avec Now That We Found Love en 1991, un remake produit par Teddy Riley, qui a atteint le top 11 du classement pop et a grimpé jusqu'à la 2e place au Royaume-Uni. Il a recueilli des nominations aux Grammy Awards. Il a accumulé les disques de platine. Ce n'était pas un petit artiste poursuivant un vieux rêve. C'était un véritable créateur de succès qui avait contribué à définir à quoi ressemblait même le hip-hop grand public. Mais Heavy D n'était jamais qu'un rappeur. Et c'est ici que son histoire devient intéressante. Alors que sa carrière musicale ralentissait, il devenait tranquillement l'une des figures les plus importantes dans les coulisses de sa génération. Il a grimpé les échelons exécutifs chez Uptown Records. Il est passé d'artiste à vice-président des A&R. Et puis au milieu des années 1990, il est devenu président d'Uptown Records.
Cela en faisait le premier rappeur à jamais diriger une division d'un grand label. Réfléchissez à l'ampleur de cela. Avant que les rappeurs ne deviennent des PDG et que les moguls ne soient normaux, avant que cela ne soit attendu, Heavy le faisait déjà. Il était dans la salle de réunion, façonnant les carrières, concluant les accords. C'est une partie de son histoire qui est oubliée avant qu'il ne soit normal pour les rappeurs de devenir des patrons. Avant que l'idée de l'artiste comme véritable cadre ne soit même une réalité. Heavy la vivait déjà. Il était la preuve qu'un rappeur pouvait posséder une part du bâtiment, pas seulement y performer. Et il l'a fait avec le même style discret qu'il apportait à tout. Pas de couronne, pas de gros titres, juste le travail. À bien des égards, le plan qui rendrait possible les moguls ultérieurs avait les empreintes digitales de Heavy partout. Il a contribué à normaliser l'idée que le microphone n'était que le début, pas toute la carrière. Et c'était un véritable créateur de talent. Il a découvert et développé le groupe R&B Soul for Real. Il a produit exécutif leur album Candy Rain qui incluait le grand succès du même nom. Il a travaillé avec Manifa. Il a produit et contribué à des disques pour une longue liste d'artistes à travers le hip-hop et la R&B. C'était un homme qui comprenait toute la machine du micro à l'argent, et sa portée allait bien au-delà de ses propres disques. Heavy était le rappeur que les plus grandes pop stars de la planète appelaient quand ils voulaient une touche de crédibilité hip-hop. Il a rappé sur le remix All Right de Janet Jackson, qui a grimpé dans le top 5 du classement pop. Il a rappé sur Jam de Michael Jackson de l'album Dangerous. Réfléchissez-y une seconde. Le roi de la pop voulait Heavy sur son disque. C'est le niveau auquel cet homme opérait. Il était le pont qui permettait au hip-hop d'entrer dans les plus grandes salles de la musique, et il le faisait sans effort. Donc, quand nous parlons de son retour en 2011, comprenez que c'était un poids lourd qui tentait de remonter une montagne. Il s'était réellement tenu au sommet, alors il a trouvé une carrière entière en tant qu'acteur, et il était vraiment bon. Ce n'était pas juste un rappeur qui faisait des apparitions, il a construit une vraie filmographie. Il a joué dans la vie aux côtés d'Eddie Murphy et de Martin Lawrence. Il a obtenu un vrai respect critique pour son rôle dramatique, comme Peaches dans The Cider House Rules, un film nominé aux Oscars. Il a eu des rôles récurrents dans des séries télévisées comme Living Single, Boston Public et The Tracy Morgan Show. Il était dans Step Up. Il était même dans Tower Heist, sorti en 2011. La dernière année de sa vie. Il a écrit le générique pour Ain't Living Color. Il a tout fait. Il a même apporté son talent à la scène en direct. Il a reçu une nomination au Drama Desk Awards pour son rôle principal dans une pièce de théâtre off-Broadway appelée Riff Raff. Et si vous avez grandi dans les années 90, vous avez entendu sa voix, que vous le réalisiez ou non, car il chantait ce générique d'Ain Living Color, qui ouvrait l'une des plus grandes émissions de comédie de la décennie. Rappeur, chanteur, acteur, cadre, producteur, chasseur de talent. La plupart des gens seraient ravis d'être excellents dans l'une de ces choses. Heavy était sérieux dans toutes, et il les rendait toutes faciles. Il s'est aussi retiré des projecteurs pendant un certain temps pour jouer le rôle le plus important de sa vie. Être père. Vers l'année 2000, Heavy et sa partenaire, la chef cuisinière célèbre Antonia Lofaso, ont accueilli une fille, Zia, et Heavy a pris une pause prolongée, environ 8 ans, pour se concentrer sur son éducation. Les personnes proches de la famille ont dit qu'il était profondément impliqué, ne manquant rarement le petit déjeuner avec sa fille et la mettant en priorité. C'est l'homme, pas un magnate en quête de pouvoir, un père qui fait des crêpes. Sa vie privée était largement tenue à l'écart des gros titres de la même manière qu'il gardait tout le reste. Au début des années 1990, il avait une amitié célèbre et étroite avec l'actrice Nia Long, si proche que le public supposait constamment qu'ils étaient un couple. Ils ont été vus ensemble lors de grands événements, et elle a même réalisé certains de ses clips musicaux. Que ce soit jamais vraiment romantique, les personnes les plus proches l'ont gardé privé, mais le lien était réel et a duré des années. Puis vint sa longue relation avec la chef cuisinière célèbre Antonia Lofaso, la mère de sa fille, un partenariat qui a duré de la fin des années 1990 jusqu'au jour de sa mort. Ceux qui les connaissaient voyaient une véritable famille engagée, même si les deux ne s'étaient jamais légalement mariés. Heavy, l'homme qui mettait de l'amour dans chaque autre chanson, a tranquillement construit une vie autour de exactement cela. Maintenant, traversant tout cela pendant toute sa vie, était l'histoire de sa santé. Et c'est le fil que vous devez suivre de près. Heavy a construit sa marque autour de sa taille. Il s'appelait l'amoureux en surpoids. Il a transformé ce que d'autres auraient pu cacher en confiance et charme. Il a prouvé qu'un grand homme pouvait être cool, lisse, romantique et léger sur ses pieds. Et il a inspiré des artistes comme Fat Joe et Biggie qui sont venus après lui. Mais derrière l'image confiante, son poids était un vrai et sérieux problème de santé. Et il le savait. Et voici ce que beaucoup de gens ne réalisent pas. Heavy a livré cette bataille dure encore et encore pendant des années. Ce n'était pas un homme qui ignorait sa santé. En 2002, il a perdu environ 135 livres. Puis en 2008, en travaillant avec un entraîneur nommé Tony Wisniewski dans une salle de sport à Los Angeles, il a perdu environ 150 livres. Son entraîneur l'a décrit comme un travailleur sincère qui s'exerçait chaque jour quand il était concentré. C'était un homme discipliné qui livrait un vrai combat, et dans ces derniers mois, il le livrait à nouveau. Environ 3 mois avant sa mort, Heavy est retourné chez le même entraîneur et a commencé un tout nouveau régime et plan de remise en forme. Son objectif était de se mettre en meilleure forme, en partie pour s'ouvrir à un plus large éventail de rôles d'acteur, et en partie juste pour être plus sain et vivre plus longtemps. Il essayait activement de sauver sa propre vie. Il faisait le travail. C'est l'ironie amère qui se cache sous tout ce comeback.
Le public a vu un homme revenir sous les projecteurs, mais en privé, c'était aussi un homme dans un long et épuisant combat avec son propre corps. Un combat qu'il menait sporadiquement depuis une décennie. Il n'était pas insouciant, il n'était pas en déni, il faisait tout ce que les experts vous diraient de faire. Il mangeait mieux, s'entraînait régulièrement et essayait de réduire les risques qui l'ombraguaient. Il voulait plus de temps, plus de rôle, plus de vie. Il les atteignait avec les deux mains. Et une grande partie de ce qu'il recherchait était sa fille. À ce stade de sa vie, Zia était une jeune fille, et tous ceux qui connaissaient Evie parlaient de la façon dont il l'adorait complètement. Ce n'était pas un homme essayant de se mettre en forme juste pour un rôle de film ou une couverture de magazine. C'était un père qui voulait accompagner sa fille à l'hôtel un jour. Il voulait être là pour les remises de diplômes, les anniversaires, les ordinaires mardi après-midi. Quand vous comprenez que le régime et l'entraînement cessent de ressembler à de la vanité et commencent à ressembler à de l'amour, il combattait son propre corps parce qu'il avait une petite fille qui avait besoin qu'il gagne ce combat. C'est ce qui rend la fin si difficile à accepter. Mais c'était toujours un grand homme. Au moment de sa mort, il pesait environ 344 livres et son corps portait certains risques silencieux que la plupart des gens qui le regardaient danser sur cette scène BET n'auraient jamais deviné. Il avait une maladie cardiaque. Spécifiquement, il avait une maladie cardiovasculaire athéroscléreuse, un durcissement des artères. C'est le genre de choses que vous ne pouvez pas voir de l'extérieur. De l'extérieur, il ressemblait à un homme en phase de comeback. À l'intérieur, il y avait des signes d'alerte. Certains de ces risques étaient le genre de choses qui se cachent à la vue de tous. Au-delà de la maladie cardiaque, il y avait des discussions autour de l'apnée du sommeil, le type de condition que les hommes plus grands portent souvent pendant des années, sans jamais la traiter complètement. Evie était un homme discret au sujet de sa santé. Donc, le tableau complet de ce que son corps affrontait tranquillement n'était jamais quelque chose qu'il mettait en avant. Il l'a porté de la même manière qu'il a porté la bousculade, de la même manière qu'il a porté la perte de Troy, sans plainte et surtout hors de vue. À l'intérieur, son corps gardait un ensemble de secrets bien plus dangereux que n'importe quel label de disque ne pourrait jamais. Maintenant, rassemblons tous les fils de ce dernier chapitre ensemble, car ces dernières semaines ont été un tourbillon. Il venait de sortir un nouvel album, le 27 septembre 2011. Il a sorti Love Opus, un projet court, doux et mature entièrement sur l'amour, avec Evie rappant et chantant. C'était son retour à l'enregistrement, sa déclaration selon laquelle il était de retour et créait à nouveau. Il faisait la promotion de son album. Il s'est assis avec la personnalité de la radio britannique Tim Westwood pour l'une de ses dernières interviews. Parlant des origines du hip-hop, se souvenant de Trouble Troy, décortiquant la performance BT et jouant sa nouvelle musique, il était enthousiaste. Il était réfléchi. C'était un homme en paix, regardant en arrière sa vie et regardant vers l'avant en même temps. Il a volé vers le pays de Galles pour le concert hommage à Michael Jackson le 8 octobre. Il est rentré à la maison. Il a performé au BET Hip Hop Awards le 11 octobre. Il se déplaçait sans arrêt, traversant l'océan et le pays à 344 livres. Avec une maladie cardiaque, il n'avait peut-être pas pleinement compris le danger. Et ce mot grippe est celui qui compte parce qu'il y a un détail spécifique dans cette dernière période qui, quand vous le comprenez, change tout. Ce n'est pas dramatique. Ce n'est pas une conspiration. C'est calme et clinique et facile à négliger. C'est le long vol de retour du Royaume-Uni. Evie a passé des heures dans un avion assis immobile, traversant l'océan Atlantique vers les États-Unis. Pour la plupart des gens, un long vol est juste inconfortable. Mais pour un homme imposant atteint d'une maladie cardiaque, assis immobile pendant de nombreuses heures, ce vol faisait quelque chose de silencieux et dangereux à l'intérieur de son corps. Quelque chose qui n'apparaîtrait que quelques jours plus tard quand il montait un escalier à Beverly Hills et soudainement ne pouvait plus respirer. La vérité sur ce qui a tué Evie ne se cachait pas dans un secret de l'industrie. Elle se cachait dans ce siège d'avion. Et quand le coroner a finalement publié les conclusions complètes, tout ce sur quoi les théories du complot s'appuyaient s'est effondré. La vérité que le coroner a finalement révélée. Le 27 décembre 2011, le bureau du coroner du comté de Los Angeles a publié le rapport d'autopsie complet et a finalement répondu à la question que le monde entier se posait. Qu'est-il vraiment arrivé à Evie? La cause officielle du décès était une embolie pulmonaire. Une embolie pulmonaire est un caillot de sang qui bloque une artère dans les poumons. Et ce caillot ne venait pas de nulle part. Il provenait d'une condition appelée thrombose veineuse profonde ou TVP, qui est un caillot de sang qui se forme dans les veines profondes de la jambe. Ce caillot s'est détaché, a remonté dans son corps et s'est logé dans ses poumons, coupant la circulation sanguine et rendant impossible pour lui de respirer. C'est exactement pourquoi il s'est effondré dans ce couloir en haletant pour respirer. C'est pourquoi les premiers rapports mentionnaient des problèmes respiratoires de type pneumonie. Ce n'était jamais une pneumonie. C'était un caillot. Voici ce que ce caillot fait réellement à une personne, car cela explique tout sur la rapidité de sa chute. Quand un caillot de sang se détache de la jambe et remonte dans les poumons, il ferme la porte au flux sanguin entre le cœur et les poumons. Le cœur doit soudainement lutter contre un mur qui n'était pas là une seconde plus tôt. Les niveaux d'oxygène s'effondrent, le cœur s'épuise et peut défaillir. Et chez une personne qui a déjà une maladie cardiaque, comme Evie, cette tension peut être un coup décisif. C'est exactement pourquoi un homme peut marcher et parler un moment et s'effondrer le suivant. C'est soudain par sa nature même. Cela ne s'accumule pas sur plusieurs jours. Cela arrive comme un interrupteur qu'on actionne, ce qui est précisément ce que les témoins ont décrit dans ce couloir. Et voici le détail qui lie tout ensemble. Le chef coroner, Craig Harvey, a déclaré que le caillot sanguin s'était très probablement formé pendant ce long vol de retour du Royaume-Uni. S'asseoir immobile pendant des heures lors d'un long vol est l'une des causes les plus connues de thrombose veineuse profonde.
C'est tellement courant que les médecins l'appellent parfois le syndrome de la classe économique. Et c'est la partie qui devrait marquer les gens parce que c'est la partie qui pourrait réellement sauver une vie. La thrombose veineuse profonde ne se soucie pas de votre célébrité ou de votre apparence de bonne santé. Elle cible l'immobilité, les longs vols, les longs trajets, les longues périodes assises dans une position particulièrement pour les personnes en surpoids ou souffrant de problèmes cardiaques. C'est l'un des tueurs les plus évitables qui existent. Parfois arrêté par quelque chose d'aussi simple que de se lever et de se déplacer. Rester hydraté et connaître les signes d'alerte. Heavy Day n'est pas mort d'un secret. Il est mort de quelque chose pour lequel beaucoup de gens sont tranquillement à risque et auquel ils ne pensent jamais jusqu'à ce qu'il soit beaucoup trop tard. Ajoutez le poids de Heavy Day, qui a augmenté son risque, et sa maladie cardiaque, et vous avez une combinaison parfaite et mortelle. Son corps avait une maladie cardiaque qui jouait contre lui. Le long vol a créé le caillot, et quelques jours plus tard, il l'a tué. La cause du décès a été jugée naturelle, non suspecte, non violente, naturelle. Et c'est cette partie qui démantèle chaque théorie du complot. Alors faites attention, la toxicologie est revenue négative. Il n'y avait pas de drogue illégale dans son système. Il y avait du sirop pour la toux présent, mais ce n'était pas un facteur contributif et n'avait rien à voir avec sa mort. La police de Beverly Hills, dirigée par le lieutenant Mark Rosen, n'a trouvé aucun signe de malveillance dès le départ. L'enquête l'a traité comme un événement médical dès l'arrivée des ambulanciers, car c'est exactement ce que c'était. Il n'y avait aucune preuve de traumatisme, aucune preuve de quoi que ce soit de sinistre, rien. Et il y a quelque chose qui vaut la peine d'être dit ici, qui va au-delà des preuves. Transformer la mort de Heavy Day en mystère de meurtre rend un mauvais service discret à l'homme lui-même. Cela transforme une histoire sur une bonne personne qui a lutté dur pour sa santé et a échoué, et l'aplatit en accessoire dans le drame sombre de quelqu'un d'autre. Heavy Day n'était pas une fin ouverte. Il n'était pas un corps dans une dissimulation. C'était un père, un mentor, et l'une des figures les plus aimées que la culture ait jamais produites. Et il est mort d'une condition médicale qui tue des milliers de personnes ordinaires chaque année. La vérité à son sujet n'est pas scandaleuse. C'est humain et c'est assez triste en soi sans inventer un méchant à blâmer. Revenons donc à cette théorie sombre. L'idée que Heavy Day a été réduit au silence. L'idée que parce qu'il connaissait ses premières années, parce qu'il était dans la salle pour les secrets de l'industrie, parce qu'il a lancé ce magnate, quelqu'un s'est assuré qu'il ne pourrait pas parler. Quand vous comparez cette théorie aux preuves réelles, elle s'effondre complètement. Il n'y avait pas de malveillance, il n'y avait pas de drogue, il n'y avait pas de traumatisme. Il y avait un caillot formé dans un avion, chez un homme qui était en surpoids et souffrait d'une maladie cardiaque, et venait de faire 2 voyages internationaux et des performances consécutives en l'espace de quelques semaines. Chaque élément du tableau médical s'emboîte parfaitement et rien ne pointe vers autre chose qu'une tragédie entièrement naturelle mais évitable. Les théories du complot sont réelles dans le sens qu'elles existent et se propagent. Les gens les recherchent et les partagent sincèrement, particulièrement maintenant que le monde de ce magnate s'est effondré. Et tout le monde regarde en arrière, les corps dans son histoire. Et c'est compréhensible que le cerveau humain veuille relier ces points. Un homme bien aimé, une mort soudaine, un retour écourté, un ami puissant avec une ombre sombre. Cela fait une histoire captivante. Mais une histoire captivante n'est pas la même chose que la vérité. Et la vérité confirmée par une autopsie, un rapport de toxicologie et une enquête policière, est que Heavy Day est mort d'un caillot de sang après un long vol. C'est ce qui s'est vraiment passé. Pas un meurtre, pas un silence. Un événement médical qui aurait pu arriver à beaucoup de gens dans sa situation exacte. Et cela s'est avéré enlever l'une des figures les plus aimées de l'histoire du hip-hop. Il y a même une ironie tragique dedans. Heavy Day essayant de devenir plus sain. Il a manqué de temps d'une question de semaines. Le comeback qui a fait croire à tout le monde qu'il était invincible était en réalité un homme qui courait contre son propre corps, et son corps a gagné. Maintenant, sa mort n'a pas mis fin à l'histoire, car quand Heavy Day est mort, il a laissé derrière lui un désordre que sa famille a dû démêler, et cela a révélé un pli douloureux de plus. Heavy Day avait un testament, mais il avait été rédigé en 1999, et c'était avant que sa fille Za ne soit même née. Donc son ancien testament nommait son frère comme bénéficiaire principal et ne tenait pas compte de la fille qui était devenue la personne la plus importante de sa vie. Pour un moment, il y avait un risque réel que Za soit exclu de la succession de son propre père, simplement parce qu'il n'avait jamais mis à jour les documents. La famille est intervenue pour la réparer, de la même manière que Heavy Day lui-même intervenait toujours pour réparer les choses pour les gens qu'il aimait. Par le biais de procédures judiciaires, son frère Floyd a cherché à contrôler la succession en tant qu'administrateur avec le soutien de la famille, spécifiquement pour protéger les actifs jusqu'à la majorité de Za. Sa mère, Hulley, a insisté sur le maintien de l'unité familiale et la gestion appropriée de tout pour l'avenir de sa fille. En fin de compte, Za a hérité de la succession de son père de la façon qu'elle aurait dû l'être. La succession elle-même était modeste selon les normes des célébrités, composée de choses comme les redevances, une pension, la sécurité sociale et les effets personnels, conservés en stockage. Mais la famille l'a gérée avec le sorte de soin que Heavy Day aurait souhaité, en s'assurant que tout était géré correctement pour l'avenir de sa fille au lieu d'être contesté. Il y avait même des discussions sur la création d'une entreprise multimédia en son honneur. Un moyen de maintenir son nom actif et son héritage profitable pour la famille qu'il a laissé derrière lui. En fin de compte, l'homme qui a passé toute sa carrière à ouvrir des portes pour d'autres personnes a eu une dernière porte ouverte pour son propre enfant par la famille qu'il aimait. Et Zia a porté sa mémoire avec grâce. Elle n'avait que 11 ans quand elle l'a perdu, mais elle a parlé à ses funérailles.
Elle a grandi pour devenir productrice de télévision et de documentaires, travaillant sur des projets concernant la vie et l'héritage de son père. Elle maintient son esprit vivant sur les réseaux sociaux, partageant des souvenirs de son rire et de son sourire, et de la façon dont il a façonné son amour pour la musique. La petite fille pour qui il préparait le petit déjeuner chaque matin a grandi pour s'assurer que le monde ne l'oublie jamais. Et c'est exactement pourquoi il est si important d'obtenir la vérité. Quand les gens diffusent la théorie selon laquelle Heavy D a été réduit au silence, ils pensent l'honorer comme s'il se battait pour lui. Mais ils font le contraire. Ils transforment la mort tranquille et ordinaire d'un homme bon en l'histoire sombre de quelqu'un d'autre. Ils reprennent le père qui est mort en essayant de se rétablir pour sa fille et le réécrivent comme un élément non résolu dans un scandale auquel il n'avait rien à voir. Le vrai Heavy D n'a pas besoin d'une conspiration pour mériter d'être mémorisé. Sa vie réelle, sa gentillesse, les portes qu'il a ouvertes, la joie qu'il a répandue, le combat qu'il a mené contre son propre corps est une histoire plus grande et meilleure que n'importe quel mensonge qu'Internet pourrait inventer à son sujet. La culture l'a aidé à porter ce flambeau. En 2012, un documentaire intitulé Be Inspired, The Life of Heavy D a raconté son histoire, mettant en vedette les personnes qu'il aimait, notamment Will Smith, Mary J. Blige et Queen Latifah. Le titre, bien sûr, venait directement de son dernier message au monde. C'était la façon de la culture de dire ces 2 derniers mots en retour et de le penser sincèrement. Ses funérailles, le 18 novembre 2011, ont été un témoignage de la profondeur de son amour. Elles se sont déroulées à la Grace Baptist Church dans sa ville natale de Mount Vernon, à New York, et elles ont nécessité des places supplémentaires tellement de gens sont venus. La liste des participants ressemble à un hall de la femme. Jay-Z, Will Smith, Usher, Queen Latifah, Samuel L. Jackson, Lil' Kim, John Legend, Q-Tip et Don King se sont tous présentés et le magnate Heavy D a lancé tous ces années plus tôt. Il s'est levé et a crédité Heavy D d'avoir aidé à lancer sa carrière chez Uptown. C'était plein de rires et de larmes et de musique. Exactement le genre d'adieu qu'un homme qui a répandu la joie pour vivre méritait. Il a été enterré au cimetière de Ferncliff à Hartsdale, à New York. Et dans les années qui ont suivi, son héritage n'a fait que croître. Pendant longtemps, il a été sous-estimé dans les grandes conversations sur les plus grands de tous les temps. Mais la culture s'est tournée vers lui. Fat Joe a nommé à plusieurs reprises Heavy D comme une influence majeure. Quelqu'un qui rendait le succès possible pour un grand homme avec des paroles. Biggie l'a mentionné dans Juicy. Eminem a référencé Heavy D et les Boys dans Rap God. Il a été reconnu comme le pionnier qui a prouvé que le hip-hop pouvait être joyeux et positif tout en étant excellent. Les honneurs ont continué à arriver aussi. Il a été reconnu par le National Hip Hop Museum, cimentant sa place parmi les fondateurs de la culture. Et en 2025, plus d'une décennie après sa mort, il a reçu un honneur d'héritage posthume célébrant ses racines jamaïcaines. Un prix qui a été accepté par ses propres parents. Imaginez cela un moment. La mère et le père qui ont autrefois donné à un garçon de 17 ans une seule année pour poursuivre son rêve de rap, se tenant des décennies plus tard pour accepter un prix pour l'héritage imposant que ce rêve est devenu. Les gens qui y ont cru en premier ont pu voir le monde entier enfin les rattraper. Alors qu'est-il vraiment arrivé à Heavy D ? Les théories sombres veulent vous faire croire qu'il était un homme qui en savait trop, éliminé pour protéger des secrets puissants. Mais les preuves racontent une vérité plus tranquille et plus triste. C'était un homme bon, un père, un mentor, un pacificateur, un pont entre les mondes qui a échoué alors qu'il essayait de se rétablir. Juste au milieu de son comeback. Pas de meurtre, pas de conspiration, juste un corps qui a failli. Un homme qui a passé toute sa vie à soulever d'autres personnes. Son dernier message au monde était 2 mots, et ils disent tout sur qui il était vraiment. Pas un homme avec des secrets, un homme avec de la lumière. Soyez inspirés. Merci de regarder. Si vous avez aimé regarder cette vidéo, cliquez sur l'une des cases